5 sur 7 matin, le forum matinal, le forum de discussion, bien sûr. En 2009, lors de la COP15 de Copenhague, les pays développés qui sont les principaux pollueurs s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 afin d'aider les pays en développement et se partager ainsi le poids de ce qu'on appelle cette dette climatique. Mais une décennie plus tard, l'objectif n'a pas été atteint et a même été décalé à 2023. Les modalités de suivi et d'attribution de cette enveloppe globale sont encore pas très nettes et pour le peu disponible, la trajectoire reste très floue. On en parle. Des records de température battus en France, des incendies en Espagne, mais l'Italie touchée par la sécheresse, une partie de l'Europe est frappée de plein fouet par un épisode caniculaire intense. Selon les scientifiques, de telles vagues de chaleur en Europe sont la conséquence directe du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur. L'Europe suffoque dangereusement. Et le sujet, il est en pleine discussion par ici. Bonjour Alain Tossoulan. Bonjour Eman. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois encore, comme tous les autres mardis. Merci également à vous, M. Sagbo, de venir nous assister tous les mardis par ici. C'est un plaisir. Un plaisir de vous avoir. Oui, merci. Un plaisir partagé. Et Olivier Kouadekon est resté avec nous pour faire le débat matinal. Merci Olivier d'être resté. Alors, Alain Tossoulan, on sait qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'environnement. C'est des milliards qui circulent. On raisonne en termes de milliards. On avait déjà commencé par en parler avec, en premier le rôle des organisations de la société civile, ces OSC, bien sûr, dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement. Mais cette fois-ci, on est à une échelle beaucoup plus large. La dette climatique des pays pollueurs. Qu'est-ce qu'elle devient, cette fameuse dette ? Je crois que vous l'avez si bien dit en introduction. C'est vrai que c'est depuis Copenhague. En tant que jeune activiste, nous étions à cette COP15-là. Et on avait accueilli avec beaucoup de joie et d'enthousiasme cet engagement de vraiment financer à 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. Vous l'avez dit, maintenant, 10 ans plus tard, cet objectif n'a jamais été atteint. Et aujourd'hui, on a suivi à Glasgow, où on a dit, bon, on reporte à 2023. Ça veut dire que ces pays-là qui polluent le plus ne sont pas prêts à financer l'atténuation et l'adaptation. Vous prenez tout le continent africain, c'est à peine 3% donc, d'émissions de gaz à effet de serre. Et les financements qui devraient permettent donc d'atténuer et de faciliter l'adaptation. Aujourd'hui, on se rend compte que ces financements, à peine 26% sont disponibles. Alors que quand on prend les pays qui sont dans le besoin en Afrique, les besoins sont estimés à 40%. Donc, ça veut dire que... et puis, on a constaté au fil du temps que même s'il y a de l'argent disponible, c'est que les mécanismes d'accès donc, à ces financements sont assez complexe. Et pendant longtemps, vous prenez un pays comme le Bénin, on a eu donc notre accréditation au fond seulement en 2019. Depuis 2009, depuis qu'on a dit, bon voilà, les financements étaient disponibles. Parce que c'est très périlleux, c'est très difficile donc d'accéder. Les procédures sont assez complexes et beaucoup de pays ont véritablement eu des difficultés à aller donc capter ces financements qu'on a dit disponible. Déjà, le montant n'était pas important, mais le peu qui existait, c'était difficile d'accéder. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal qui, effectivement, est en bonne position, parce que qui appuie aujourd'hui même en avance par rapport au Nigeria. Le Nigeria tourne autour de 3,2%, pendant que le Sénégal est à 3,7%. Quand vous prenez l'Afrique de façon globale, c'est l'Afrique du Nord, avec l'Égypte et le Maroc qui sont en tête, qui très rapidement ont capté ce qui était disponible. Après, vous avez l'Afrique centrale avec le Kenya, vous avez la Tanzanie et autres. Viennent aussi l'Afrique du Sud. Donc, c'est ces dernières années seulement que des pays comme le Bénin ont commencé effectivement à aller bénéficier. Donc, et c'est très insuffisant parce que on a perdu beaucoup de temps et les besoins aujourd'hui deviennent de plus en plus importants. Donc,
aujourd'hui, où va donc le financement? Je vous dirais que c'est l'Afrique du Nord qui capte la plus grande partie donc, de ces financements-là. Et les mécanismes restent encore, malgré tout, complexes parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui font aujourd'hui que les pays n'ont pas accès donc, à ces fonds-là. Olivier Policon, pourquoi le Bénin s'est-il retrouvé pratiquement trop tard dans un monde presque trop vieux? Bon, merci, monsieur le monde. Comme l'a dit M. Alain, c'est tout un processus. Et si c'est seulement l'Afrique du Nord qui arrive à vite se positionner, c'est parce que ils ont forcément les experts qu'il faut pour pouvoir le faire. Je ne suis pas en train de mettre en cause le mécanisme à notre niveau ici au Bénin, mais il faut avouer qu'en termes de... Quand il y a un financement disponible, c'est les plus habiles qui y vont. Donc, je ne pourrais pas évoquer tout de suite que le Bénin n'a pas pu vite le faire parce que c'est ça. Mais je ne peux que dire que le mécanisme, comme il l'a dit, est un peu complexe et il faut absolument avoir trouvé les moyens pour pouvoir y aller. Monsieur Sabo, pourquoi est-ce que les plus gros pollueurs ne s'acquittent pas de leurs dettes climatiques? Pourquoi vous dites que c'est une dette? Dette climatique. Moi, c'est ma question, ça. Ce sont eux qui ont détruit l'environnement. L'Afrique ne contribue qu'à 3%, environ 3%. L'Afrique dans son entièreté, les 54 pays, voire les 55 pays que nous faisons, on ne contribue qu'à 3% d'émissions de gaz à effet de serre. Le reste, ce sont les pays les plus industrialisés. Et donc, forcément, si j'en contribuais à détruire l'environnement, il faudrait bien contribuer à la restaurer. Aucun problème. Nous croisons les bras et nous leur demandons de détruire, d'avoir l'argent de nous donner un peu. C'est ce qui se passe. Nous sommes complices de tout ça. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que vous pensez qu'une entreprise viendra au Bénin ici, et couper nos bois et partir sans que nous ayons donné l'accord. Vous savez ce qui s'est passé dans les 3 KP, les 2 KP, c'est ça? Les 2 KP, avant 2016. Vous savez ça, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a crié, on a tout dit. C'est des cargaisons de camions qui quittent chaque jour pour venir au port. Et tout va devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les députés étaient là. Le ministre était là. Même le président était là. Qui n'a pas parlé? C'est-à-dire, ils ont donné certainement les accords pour dire, venez détruire. Et Dieu seul sait combien ils prennent en retour. Nous, on ne sait pas. C'est ça à travers des communes et des militaires, tout le monde. Donc, nous sommes complices de ce qui nous arrive. Vous ne pouvez pas dire que... Maintenant, le ministre de l'Environnement de la Côte d'Ivoire nous a donné de la matière. Il a dit, c'est parce que nous avons utilisé des engrais chimiques de synthèse, des pesticides de synthèse pour détruire nos terres que nous sommes dans cet état aujourd'hui. Ça veut dire que les engrais chimiques sont passés par là. C'est eux qui fabriquent ça. C'est d'autres qui fabriquent tout ça et qui ont utilisé l'Afrique comme marché. Et nous allons acheter tout le temps, bien que nous sachions les dégâts, les méfaits de ces produits-là. Mais non, nous sommes complices de ça et je ne pense pas que ça soit une dette. C'est un contrat qui est signé. On dit, tu fais ceci, je te donne ceci. C'est pour ça les financements extérieurs, je ne sais pas comment... C'est le financement, c'est un deal qui est établi entre eux et ils se contentent de ça. Ils ne peuvent pas se plaindre après. Moi, je pense que c'est ça. Ensuite, vous savez, les autres sont à la course permanente de la croissance économique. Qui doit être le premier? Et c'est vers les premiers, vous avez les G3, les G7, les G ceci, les G cela. C'est ça. Personne ne veut être à la traîne. Mais pour faire ça, on a besoin de produire. Produire. Et pour produire, il faut détruire. Il faut produire beaucoup de fumée, beaucoup de gaz, activer les industries. C'est ce qui se passe. Moi, je suis allé en France, j'ai vu des terrains, on l'a dit, c'est des zones agricoles, mais ce sont des terrains de football. Il n'y a pas d'arbres. C'est la monoculture, c'est le désert. Ils acceptent ça. Mais eux, ils ont les moyens pour vaincre les conséquences, venir à bout des conséquences. Nous, on n'a pas ça. Vous savez, les phénomènes qu'on appelle Katrina, Maria, tout le temps, des cyclones et des milliers d'hectares de forêts qui sont détruites tout le temps aux États-Unis, en Australie, etc., ils arrivent à trouver des moyens pour régler les conséquences. Nous, on n'a rien.
On dit détruisez, venez même chez nous, détruisez et donnez-nous un peu d'argent, on va se contenter de ça. Et vous avez parlé de l'accès au fonds. Le FNEC, là, qui est ici, là, demandez combien de difficultés les gens endurent avant d'avoir accès à ce fonds-là. Le fonds n'est même pas connu de tout le monde. Bien qu'il y a des acteurs de la société civile qui sont dans le conseil d'administration. Demandez, il faut dire les choses. Ils ne communiquent même pas suffisamment sur le fonds. Combien ils ont reçu? Et est-ce que c'est destiné à tout le monde? Vous allez entendre qu'on a sélectionné des ONG, on les amène au nord, à Bomé, pour dire on va faire formation pour vous. Et après, c'est fini. C'est comme si le fonds est destiné que pour ces ONG-là. Non, ce n'est pas bon. Le climat, c'est d'abord individuellement que nous devons le régler, collectivement, et ainsi de suite. Moi, je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Et je suis en colère par rapport à ça. En 2020, nous avons initié une opération qu'on appelle 2020 plans pour 2020. Et nous avons mis en place sur le site des Célestes 2020 plans de collatiers. En plus de ça, MAP UNESCO nous a donné beaucoup de plans de baobab. Nous avons mis plus de 250 plans de baobab sur le site là. En 2020, le samedi dernier, je suis allé là, mais on voyait les plans, certains plans avaient déjà la grosseur de mon ombre ici. Ils ont pisté les plans, ils ont enlevé un à un, dessouché. Ils ont fait disparaître tout ça. Pourquoi? On dit que baobab abrite des sorciers. Alors qu'il y a des fiches techniques qui montrent que le baobab, les feuilles sont très riches pour la santé, tant des enfants que pour les adultes. Ça veut dire quoi? C'est de l'ignorance. Donc ce fonds peut servir à sensibiliser, je l'ai toujours dit ici, à engager les acteurs religieux. Il faut les engager pour qu'ils nous accompagnent dans la protection de l'environnement. Ceux qui ont fait ça, je suis sûr qu'ils ne savent rien. Ils ont mis religion devant pour dire que plan de baobab abrite sorcier, alors que c'est faux. Quel plan n'abrite pas de sorcier? C'est ce qu'ils ont dit au moment de Kérékou. Et tous les Iroquois ont été détruits. Iroquois fait quoi à quelqu'un? C'est ça. Donc, ce fonds-là peut servir à sensibiliser les acteurs religieux pour qu'on les engage à nous aider à protéger davantage l'environnement. C'est ça, à nous sortir de l'ignorance. Nous, on n'a pas des industries, mais si nous voulons dire qu'on contribue à 4%, je veux qu'on contribue à 2% seulement, désormais. Et pour ça, on a besoin d'innover, de trouver d'autres façons, d'autres stratégies de conserver notre environnement. Ce n'est pas parce qu'ils font que nous, on va faire. Parce que nous sommes fragiles. Nous sommes très, très fragiles. On n'a rien. On n'a rien pour dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, telle forêt disparaît aujourd'hui, on va courir pour dire, on trouve des mécanismes pour les populations seulement. On n'en a rien. Donc nous devons trouver d'autres stratégies endogènes pour conserver notre environnement, notre climat, pour sortir de là. Pour finir, il y a un groupe de Belges qui viendra ici en juillet et ils m'ont demandé hier à une réunion en ligne, est-ce que les canicules que nous avons aux États-Unis et autres là, on rencontre la même chose ici, c'est des jeunes de 17 ans, 20 ans. Est-ce que vous avez ça ici? Parce que nous, on n'aime pas ça. Je dis non, le Bénin, nous sommes même en saison de pluie aujourd'hui, les saisons sont respectées, il fait beau temps, venez, tout ça. Je veux dire ça tout le temps, pour que notre climat se porte bien, pour que nous puissions mieux vivre, parce qu'on n'a pas l'argent pour aller vivre à l'extérieur, etc., etc. C'est ça ma colère. Et je veux qu'on punisse les acteurs qui ont dessouché, fait disparaître tous ces 250 plants de baobab, il faut les retrouver et les punir. Notre plainte sera adressée au directeur général des eaux, forêts et chasses. Très bien. Voilà qui est entendu. Alors, mon cher Alain Toussaint, vous étiez en train d'en parler. Le financement, on n'a eu que 26% donc, des financements climatiques, soit 18 milliards 5 sur les 100 milliards par an. 18 milliards 5 donc, par an sur de dollars, bien évidemment, sur les 100 milliards de dollars qui étaient attendus. Pourquoi est-ce que ces pays-là ne veulent pas mettre l'argent disponible? Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas les sous, comme on le dit? Non, vous savez, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de contraintes économiques.
Les différents engagements aujourd'hui, vous avez vu avec la pandémie où les États ont été confrontés à sortir beaucoup d'argent pour faire face à la crise, à cette crise-là, ça fait que effectivement les pays n'honorent pas. Donc il y a une mauvaise volonté qui est là. Vous avez un pays comme les États-Unis, avec l'ancien président Trump, vous avez vu, ils sont sortis de l'accord de Paris. Et donc, après ça, nous avons connu la pandémie. On n'est pas sorti encore de cette pandémie-là. Et aujourd'hui, vous avez aussi la guerre en Ukraine qui fait que les gens sont obligés davantage de financer comment on appelle, le développement. Et ça fait que ces pays-là n'arrivent pas à honorer. Hein. Donc, il y a les contraintes économiques, il y a quand même la mauvaise volonté donc, de ces puissances-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un grain d'espoir. Parce que quand vous regardez un peu, vous prenez les États-Unis, pendant que Trump, lui, il est sorti de l'accord de Paris, vous avez des villes comme New York et un certain nombre de villes où les citoyens et la société civile se disent nous avons une responsabilité, une part de responsabilité, et vous avez ces villes-là qui ont commencé à se mettre au vert. Donc, je crois qu'il y a quand même un mouvement dans ces pays. Il y a aussi cette pression. On a suivi un peu la campagne présidentielle en France, où vous avez vu aujourd'hui que le président français, après le mouvement des Gilets jaunes, a été obligé de prendre en compte donc, les revendications des Gilets jaunes. Et une bonne part des revendications, c'était par rapport à la question du climat. La France, l'État français a été condamné et tout ça. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, aucun dirigeant au monde d'un pays, donc de cette puissance-là, ne peut se faire élire sans avoir quand même inscrit dans son agenda, dans son programme, programme de société, tout ce qui est lié donc à l'environnement. Donc, on va y arriver, mais je pense qu'il faut intensifier donc la pression sur ces pays-là. Et j'espère. Glasgow, on n'a pas eu véritablement parce que la conférence s'est tenue pendant la crise. Donc, les États sont frileux par rapport aux engagements. Aujourd'hui, après ça, nous avons la guerre en Ukraine. Tout ça va retarder un peu le respect des engagements. Mais ce que le doyen Sagbo a dit tout à l'heure, l'Afrique ne doit pas attendre. Elle ne doit pas toujours tendre la main. Nous avons encore, je dirais, nous constituons encore un poumon vert et nous avons cette responsabilité-là de déjà, effectivement, sauvegarder ce que nous avons. Surtout qu'il l'a dit, nous avons une faible capacité de résilience par rapport donc aux phénomènes extrêmes. Et quand c'est comme ça, c'est que vous devez absolument travailler à déjà conserver ce que vous avez. Parce que nous sommes très exposés. Vous prenez, par exemple, un pays comme Madagascar, qui ont connu 4 années de sécheresse, il n'y a pas eu de pluie. 1,3 million de personnes qui sont exposées à la famine. On dit la première famine qui est liée au changement climatique sur cette terre-là, c'est dans cette île-là. Donc, quand on constate ça, ça veut dire quoi? Mais comment ils vont s'en sortir? Donc, je crois que, comme il a dit, les autres pays ont une forte capacité de résilience que nous n'avons pas. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous exposer. Donc, nous avons intérêt, effectivement, à sauvegarder ce que nous avons. Pour terminer, il a dit, nous devons faire en sorte. C'est que la question donc, du climat ne doit pas être l'apanage d'un groupe de personnes. Il faut, je dis, démocratiser la lutte contre le changement climatique. C'est vrai, il faut des critères pour sélectionner des gens. Mais je pense qu'on a besoin quand même d'ouvrir les OSC, d'accord, mais les jeunes, les femmes, et les groupes religieux, tout ça, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on fasse de la question climatique une question, donc, une affaire de tout le monde. Ça ne doit pas être l'apanage donc d'un groupe, d'une minorité. Sans quoi on ne va pas arriver. Aujourd'hui, vous avez vu, l'un des obstacles, par exemple, le secteur privé est faiblement aujourd'hui pris en compte. Parce que même en matière de politique publique et autres, on ne considère pas aujourd'hui suffisamment le secteur privé. Or, le secteur privé peut nous aider à atteindre aussi les objectifs en matière de construction des habitations. Allez au Togo. Mais c'est ça le problème, c'est important. Quelles sont les matières aujourd'hui que nous utilisons pour faire
donc pour construire les maisons et autres. On a besoin d'impliquer le secteur privé. Donc, je crois que c'est important qu'on comprenne qu'effectivement, il faut démocratiser donc, la lutte contre le changement climatique pour que nous puissions, même en termes pour aller capter les financements, il faut impliquer le secteur privé, qui peut aussi aller capter un certain nombre de financements. Donc, je crois que c'est important. Le Bénin a déjà fait le pas. Et maintenant, comment consolider? Parce que ces pays qui arrivent à avoir le plus de financement, c'est des pays qui sont très organisés. Vous allez au Maroc en matière de gestion des déchets solides ménagers, ils ont inscrit ça dans déjà leur plan et autres. Donc, c'est des pays qui sont très organisés. Nous avons des experts, mais il y a un problème d'organisation. Il faut anticiper, il faut être prompt à réagir. Donc, je crois que c'est important de continuer donc, à former les ONG, de former nos experts et autres, pour qu'on soit capable de proposer des projets fiables. Parce que c'est souvent ça. Les projets que nous avons très souvent ne sont pas très bien montés. Et c'est là l'une des grandes faiblesses que nous avons à aller capter ces financements qui sont disponibles. D'accord. Mon cher Olivier Kouadékouan, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de soumissionner pour un projet, pour un financement? Oui. Comment ça s'est passé? Plusieurs fois, en tant que responsable d'ONG, il est arrivé, comme ils l'ont évoqué, le FNEC, et c'est des appels à projets, nous écrivons, et il s'agit notamment des projets de développement. Pour le cas de changement climatique ou de l'environnement, c'est quand il faut respecter un canevas donné. Et donc, pour prendre ce volet, il y a le montage technique qui pose problème. Pour capter un financement, lorsque le partenaire financier ne retrouve pas ce qu'il veut de manière concrète et que vous proposez des actions qui sont assez éparses ou qui ne révèlent pas la réalité, ce n'est pas évident que cela soit accepté. Et donc, je ne suis pas en train de défendre le FNEC, mais comme mes doyens l'ont dit, il va falloir peut-être créer plus d'ouverture pour que plusieurs autres OSC puissent bénéficier des financements, ne serait-ce que des microfinancements pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, on a soumis, mais sur 10, il faut avouer que c'est peut-être 4 qui marchent, quelquefois, pas forcément parce que c'est verrouillé, mais l'offre technique aussi est un aspect important où, avec le temps, nous avons eu l'expérience pour que lorsqu'il s'agira donc de soumettre, il faut réunir un certain nombre de personnes pour pouvoir le faire. Donc c'est sur la base des appels à projets, également pour le volet recherche. Lorsqu'il s'agit de mener une recherche dans le domaine de l'environnement, nous connaissons un peu les partenaires, Ruforum, Rufort, etc., où ils nous accompagnent de façon aisée. Voilà. En clair, il n'y a pas, je vais dire, un ostracisme volontaire. Personne ne veut écarter personne. C'est ce que je voulais dire. Donc, il faut que nous soyons... Mais je ne rejette pas ce que disent mes doyens, parce qu'effectivement, l'appel, c'est souvent une fois l'an. Donc, pour moi, alors que les questions demeure toujours préoccupante sur le terrain pour ce qui concerne les communautés rurales, les communautés locales. Et donc, si on pouvait voir autrement, je voudrais rebondir un peu et considérer un aspect qui concerne un peu les communes, les mairies. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la plupart des communes n'ont forcément pas pris en compte l'environnement comme étant une priorité. Donc, parlant même de fonds, de budget que j'appelle souvent budget vert au niveau des communes, cela n'existe pas. Mais il revient aussi aux OSC à un moment donné d'aller vers ces communes-là pour leur proposer des actions. Parce que si la personne ne voit pas l'importance, il faut que nous qui travaillons avec la communauté à la base, en tant qu'OSC, ONG ou association de jeunes, nous puissions leur faire des propositions. La difficulté se trouve au niveau où, pour certaines qui ont cette volonté, comment ça se passe, c'est que c'est un travail à faire encore pour ce qui concerne donc ces communes. Voilà. D'accord. Alors, M. Sabouy, il est vrai que les plus gros pollueurs au monde ne s'acquittent pas forcément de leur financement, mais le peu qui est disponible, on se demande mais où va cet argent? On injecte ça dans quoi? Parce qu'on ne touche pas forcément du doigt les actions qui sont menées dans le cadre peut-être de la restauration de la planète, dans le réchauffement climatique. On veut savoir les sous vont où? Parce qu'en tant que citoyen, on peut se dire, mais ok, chaque fois on nous parle de COP, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, on dit que les pollueurs mettent de l'argent pour qu'on essaie de sauver la planète.
Mais où vont les fonds que ces pollueurs mettent sur la table, même si ce n'est pas beaucoup? Sous d'autres cieux, le citoyen lambda peut poser cette question à qui de droit et avoir nécessairement des réponses. C'est ça qui a fait que, en France, même si c'est de manière symbolique, le président français qui est là a été condamné au flanc symbolique. Donc ici, on n'a pas encore cette culture d'interpellation citoyenne pour demander des comptes à qui de droit. Et je pense qu'il y avait une volonté de certains juges ici pour donner le top. Si tu n'as pas le courage de dire certaines choses et de poser certains actes, tu ne peux pas y arriver. Parce que c'est déjà l'ignorance aussi. La jeunesse n'est pas formée à ça. Il faut former la jeunesse à ça. Mais si la jeunesse est formée à ça, ce serait dans l'intérêt de qui? Ça ne profite pas à ces gens-là. Donc c'est comme ça. Moi, je pense que si vous voyez ici, on a toujours parlé des COP. Les gens disent oui, il faut répéter, il faut y aller. J'ai dit, si c'est eux-mêmes qui sortaient l'argent de leur poche pour faire ce périple-là, ils n'iraient plus. Le président Talon ne mettra pas l'argent à une délégation pour aller se promener dans des COP qui ne donnent rien. Je suis sûr. C'est parce que les fonds dont vous parlez là sont dans les COP. Deux, les experts que je salue, du GIEC, qui font un travail excellent, trouvent leurs frais de prestation dans les COP. C'est déjà des résultats. On a des résultats pour ces rapports-là qui nous donnent des orientations, qui nous indiquent les voies à suivre. Ça, par exemple, c'est très pertinent. On peut les utiliser. Les scientifiques qui font ce travail-là, c'est bien. Mais le reste, là, c'est dans les COP. En plus de cela, lorsqu'on dit le FNEC, par exemple, au Bénin, je ne sais pas comment le fonds est alimenté. Ce que je sais, la dernière réunion qu'ils ont faite, c'est à Boycon, où on a sélectionné certaines ONG pour dire la GIZ a donné de l'argent pour faire telle chose. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Donc si le FNEC est là, ça veut dire que c'est aussi pour capter ces financements-là. Mais vous savez déjà qu'au Bénin, comme on vient de le dire, il n'y a pas du tout de la lumière sur comment ça se passe ici. Et dès que tu dis comment ça se passe, c'est ténébreux, c'est ça. On te prend comme rebelle. Que tu as quelque chose contre eux. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Et je n'irai pas leur demander de l'argent. Pour faire quoi que ce soit, non. Parce que je sais que c'est fermé. Même le ministre a des difficultés à demander de l'argent au FNEC. Le ministre de l'Environnement. Je sais de quoi je parle. On peut rejeter son dossier. S'il n'est pas là, s'il n'a pas les yeux dessus, je sais de quoi je parle. C'est très difficile d'avoir accès au FNEC du Bénin. C'est très difficile. D'abord, ce n'est pas, tu ne sais pas. Après, personne ne t'en parle. Après, on ne te dit jamais ce qu'on veut clairement. Le papier est là, tu fais tout, on dit non, il manque ça, il manque, et il va toujours manquer. C'est eux qui prennent la décision finalement. Vous voyez, donc moi je le dis, je n'irai pas là-bas pour leur demander l'argent. Donc, les fonds vont où? On va demander aux États qui signent les accords et qui reçoivent l'argent. Lorsqu'ils disent qu'ils veulent avoir 100 milliards par an, c'est à eux qu'on doit demander l'argent, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui signe, ce n'est pas moi qui prends. On va leur demander où vont. Mais je sais que ceux-là, pour nous distraire, regroupent chaque année, parce que c'est la COP qui est la plus organisée très fréquemment. C'est chaque année. On trouve l'argent où? À Glasgow, vous avez vu combien de personnes? 26 000. Combien vous avez dit? 26 millions, je ne sais pas combien de personnes sont parties à Glasgow. C'est beaucoup de personnes. Et ceux-là, ils vont prendre avion, manger, tout ça, parler, et venir 2 semaines. On vient, rien. Donc, ça ne les gêne pas de financer ça. Donc, moi, c'est de la distraction. On distrait les fonds et nous sommes tous complices de ça. La nature est la seule entité qui en souffre. Mais malheureusement, c'est en son nom qu'on donne l'argent. Et elle continue de souffrir tous les jours et même davantage chaque année. Regardez ici, il faut prendre toujours le cas qui est à côté de nous. Lorsque nous venons de faire la COP sur la désertification et la sécheresse en Côte d'Ivoire, et le ministre nous a dit, c'est parce que nous utilisons engrais chimiques pour détruire, c'est parce que nous déforestons nos forêts pour produire cacao. J'attends de voir, d'ici à 10 ans, est-ce que les forêts dont il parle là seront restaurées, réhabilitées? Est-ce que les sols dégradés dont il parle, c'est là où je verrai la bonne volonté. Parce que l'initiative d'Abidjan, dont on a parlé ici, 3 milliards, c'est ça? Déjà de dollars, je ne sais pas combien, ils ont pu avoir ça. Mais ils ont souhaité, ils en ont eu beaucoup plus. Beaucoup plus. On va voir, après 5 ans, 10 ans, est-ce que ces fonds, parce que c'est aussi ça, c'est le fonds du climat, ça. Ces fonds-là ont servi à quoi?
Est-ce que les forêts ont été restaurées? Les terres dégradées ont été restaurées? Nous allons voir ça parce que nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes et c'est pour cela que les Nations Unies font tout faire pour que la Côte d'Ivoire ait les moyens. Mais si on a les moyens, on les utilise comment? Donc on peut aller poser la question maintenant à la Côte d'Ivoire. Ton initiative, après 10 ans, là, ça a donné quoi? D'accord. Voilà. Alain Touchneau, est-ce que vous avez la même impression que c'est assez ténébreux la gestion des fonds, que c'est lugubrissime? Est-ce que vous avez la même impression? Bon, non, on peut pas le dire comme ça. Mais c'est clair que si des acteurs qui sont dans le domaine, qui sont dans le secteur, se posent des questions, il doit y avoir certainement un déficit de communication par rapport au bilan qui doit être fait. On doit présenter un bilan, on doit communiquer autour donc, des impacts de ces projets Absolument. qui sont mis en œuvre sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Mais de façon générale, c'est que par rapport à ces fonds au climat, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les 2 tiers des fonds sont destinés à l'atténuation. Et c'est le tiers seulement qui est consacré à l'adaptation. Ça cause un problème. Et quand on voit un peu, quand on prend les secteurs qui sont pris en compte, c'est surtout l'énergie. Quand vous avez demandé à quoi servent les fonds, vous allez en Égypte, vous allez au Maroc, effectivement, en matière d'énergie renouvelable, ils sont absolument très en avance et vous allez voir des champs de panneaux solaires, vous allez voir un certain nombre donc, de projets à grand impact. Et c'est ça qu'on veut. Nous devons faire en sorte que ces fonds qui sont mobilisés, c'est-à-dire qu'on montre à la population un peu quels sont les impacts des projets, les réalisations concrètes. Donc c'est important qu'on communique là-dessus pour inciter les autres également à le faire. Parce que, et les experts ont dit, mais il faut aussi revoir, parce que c'est bon l'énergie, mais l'agriculture, comment aller à l'agroforesterie, les transports. Donc, il faut davantage aller vers ces secteurs-là qui impactent. Vous prenez par exemple le transport. Avec la pollution atmosphérique aujourd'hui, il y a un impact énorme sur la santé des populations. En matière de maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, on en a un registre suffisant parce que la pollution atmosphérique, comment on fait effectivement pour promouvoir le transport urbain et freiner un peu cette pollution atmosphérique-là. Donc, je pense que c'est important qu'on communique sur véritablement les impacts donc, de ces projets-là. Et il faut souhaiter également que les projets d'adaptation prennent le pas sur tout ce qui est fait pour l'atténuation. Donc, je crois que c'est important. Et c'est à notre pays de faire ce choix-là, de vraiment présenter des projets qui sont bien montés, fiables, en matière d'adaptation. Parce que très souvent, les experts reprochent au niveau mondial qu'on n'ait pas souvent des projets très ambitieux, à fort impact, à grande échelle, parce que c'est bon d'avoir des impacts au niveau local et tout ça, mais ce n'est pas suffisant pour faire face, parce qu'aujourd'hui, les effets n'attendent pas. Vous avez aujourd'hui, vous suivez un peu tout ce qui se passe autour de nous. Ce n'est pas que nous, on est épargnés. Mais quand on dit que Madagascar aujourd'hui frappé par 4 années de sécheresse, nous en avons aussi. Vous allez dans le Sahel également, la sécheresse, elle est là. Il ne pleut plus comme il pleuvait avant. Donc, comment faire pour promouvoir, par exemple, l'irrigation à grande échelle? Donc, et ça, c'est des projets qui peuvent impacter l'agriculture. Donc, je crois que c'est important qu'on réfléchisse aussi par rapport au transport. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu des propositions, des contributions déterminées qu'on a déposées pour la COP, pour l'accord de Paris en France. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, ces contributions-là sont devenues? Par exemple, vous prenez par exemple la contribution de Bénin que vous pouvez retrouver sur le net et autres. On a promis faire un certain nombre de choses en matière d'agriculture, en matière de transport. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je crois que c'est là aussi que la société civile doit faire la veille pour savoir progressivement, pour amener ceux qui nous gouvernent à faire le bilan, à nous présenter un bilan chaque année. Comme ça, vous n'allez plus nous demander mais où vont les fonds, parce que nous, on ne gère pas les fonds. Alors, il semble... Oui, allez-y. Ce que j'allais vous demander, c'est que la vulnérabilité donc, des pays au changement climatique ne semble pas être donc, un critère d'allocation. Et pourtant, il y a des indicateurs qui existent à l'image donc, de l'indice de vulnérabilité physique
au changement climatique, le PVCCI, qui a été développé donc par la Fondation pour les études et les recherches sur le développement international, le FERDI précisément, donc pour aiguiller ce type de financement. Et le président Emmanuel Macron, justement, l'a reconnu à l'ouverture de la COP 26 que les fonds ne sont pas destinés à ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'il n'y a pas eu une injustice climatique dès lors? Totalement, parce que ceux qui subissent les effets ne sont pas les bénéficiaires, ne sont même pas informés. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'ils disent atténuation, ils savent que c'est un concept qui ne peut pas être mesuré. Ce n'est pas mesurable. Mais l'adaptation, on peut mesurer sur le quotidien, c'est-à-dire des populations. Et on ne veut pas faire ça. Jusqu'à quel niveau l'homme va s'adapter à ces changements-là? Il va disparaître, non? L'homme va disparaître parce que tout le temps, ces effets s'intensifient, on improvise tout et rien ne passe presque. Vous avez montré des images ici, hein? On a vu en Tanzanie, au Kenya, on a vu. Donc les bêtes sont obligées de ravaler leur déjection. C'est extrêmement grave. On est obligé de laisser le bébé pour s'occuper de la vache. C'est quoi ça? Et on a vu, c'est-à-dire les bêtes sont mortes en série. Comment on peut... On parle du projet de Ouad, là. La Grande Muraille Verte. Depuis combien d'années? Ça n'a pas pris. Mais ça veut dire que le front, il n'y a pas d'argent qui est allé là-bas. Mais on ne demande pas des comptes. Donc c'est pour dire que si les gens sont aussi réticents, il me semble qu'il y a un problème de non-transparence. Très bien. De l'utilisation des fonds. Ils nous le reprochent parce qu'on n'est pas transparent dans l'utilisation des fonds. Ils reprochent ça. Les Africains n'ont pas le courage de dire ces choses-là à eux-mêmes parce qu'on leur rejette comme ça. Ils ne sont pas transparents dans la gestion des fonds. Les fonds peuvent être utilisés pour faire des élections, par exemple. Par exemple, les fonds peuvent être utilisés pour aller faire des microfinances dans d'autres pays. Je ne dis pas au Bénin, je n'ai pas dit ça. Ça peut être servi à d'autres pays. Ça s'appelle détournement. Et les gens ne sont pas d'accord pour ça. On doit ressentir les effets sur la population. Et après 3 ans, 5 ans, on est venu ici, il y avait telle population qui avait telle maladie due à telle... Bon, la maladie toujours reste là et persiste, tant sur les bêtes que sur les animaux, et les conditions de vie n'ont pas changé, ne sont pas améliorées. Comment on va continuer à donner de l'argent pour ça? Parce qu'on demande des rapports, et les rapports ne sont pas totalement fiables, et au contrôle, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'ils devraient être. C'est pour ça que j'ai dit, après 10 ans, l'initiative d'Abidjan, là, on va voir ça. Ça a donné quoi? Est-ce que ce qui a été promis dans cette initiative pour les écosystèmes, on a vu les fruits? Qu'on ne dise pas, parce qu'ils sont très friands, très prolixes en imagination de supposition, voilà, c'est parce qu'il y a eu ceci que c'est... Bon, on est habitué à ça. Si vous êtes comme ça, on n'est plus crédible, on n'est plus éligible. Très bien. Voilà. Allez, on va voir ce qu'en disent les amis internautes à qui nous avons adressé la question du jour. Comment, selon vous, faire un bon usage des financements climatiques en Afrique? Quel projet privilégier? Voilà la question que nous avons adressée, ou les questions que nous avons adressées à nos amis internautes. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Herman Amengan. Bonjour à chacun et à tous. Comment allez-vous? Bien. Un plaisir de vous avoir sur le plaisir est partagé au quotidien. Et vous avez fait pour nous le tour de nos canaux digitaux. Oui, le sujet a intéressé nos amis internautes. Ces militants écologistes, c'est moi qui les baptise ainsi, soutiennent qu'il faut d'abord déterminer les projets auxquels ce financement climatique est destiné. Ensuite, il faut mettre en place un organisme indépendant et sérieux qui puisse évaluer à toutes les étapes ces projets-là lors de la réalisation, au début comme en cours de réalisation. Et c'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Oui, et la première réaction nous vient de notre ami Jean Kokouzouno qui affirme « C'est dommage qu'on ait l'habitude d'utiliser les financements reçus à des fins autres que celles auxquelles ces fonds sont destinés. Nous devons apprendre à utiliser avec rigueur les financements que nous recevons, surtout dans le cadre des projets relatifs au réchauffement climatique. Il faut d'abord évaluer ces projets et choisir ceux qui sont d'intérêt général. Effectivement, pour une bonne gestion des financements, il faut d'abord cibler le réel problème auquel nous sommes confrontés, affirme Kolaole Farid. Plus les années passent, plus les activités anthropiques détruisent sauvagement l'environnement et le climat. Il faut alors privilégier le projet pouvant impacter le changement climatique
Et ce n'est pas seulement en Afrique, le monde entier en souffre. Bokor Roland Caliste estime que l'Africain doit apprendre à utiliser rigoureusement les financements reçus pour l'atteinte des objectifs prévus. Autrement, il faut évaluer les projets à toutes les étapes par un organisme indépendant et sérieux. On peut prioriser, par exemple, des projets concernant le reboisement, les énergies renouvelables, les énergies alternatives, l'agriculture écologique, la permaculture, l'amélioration des plantes à s'adapter au changement climatique, l'économie de l'eau dans le sol, l'utilisation du compost en agriculture pour la fixation du monoxyde de carbone dans le sol et protéger l'ozone. Il semble être très au fait, bien sûr, des questions liées à l'environnement, cet intervenant. Exactement. Et nous allons mettre l'accent sur, tout en félicitant le gouvernement, nous allons mettre l'accent sur le reboisement. Ça ne coûte rien. Il faut le rendre contraignant. Dans les villages, dans les quartiers de ville, au niveau des communes, parce que c'est une question qui doit être traitée à la base. On veut voir les communes les plus vertes. On a déjà vu l'initiative ici. Les gens ont pris l'initiative autant de Maga, on a vu à Comé ou bien dans le Mono, les plantes qui sont mises en terre depuis l'époque coloniale sont encore là et font plaisir à la ville de Comé. Alors que ça, allez voir ça. Donc nous pouvons rendre le reboisement contraignant. Nos chefs quartiers sont plus libres, ils sont relax. Ils peuvent s'occuper au moins de ça pour que chaque habitant, chaque ménage mette sur son portail un arbre et puisse l'entretenir. On peut organiser un concours de récompense des meilleurs quartiers, les quartiers verts, le fonds... Ça a été déjà fait sous le ministère Yankadia. Ça a donné, oui, mais il faut continuer. Le ministère est toujours là, non? On peut continuer ces initiatives-là. Le FNEC peut servir à ça. Il faut leur dire ça. C'est pour que vraiment... Ça ce n'est pas à nous. On ne veut plus qu'il y ait des intermédiaires entre les communes et le FNEC. Il faut que le FNEC sorte pour leur dire j'ai destiné une enveloppe pour cette activité-là. Et ça, c'est les chefs quartiers, c'est chaque commune qui va chercher et ils traitent directement avec les communes. Et il faut former les cadres des communes qui puissent. Comment on rédige les projets des FNEC? Comment on fait ça? Il faut leur dire. Pour qu'on ne soit pas obligé d'aller vers eux, qu'ils aillent dans les communes pour dire nous aujourd'hui, nous ouvrons nos portes aux communes, voici comment on rédige nos projets pour que nos projets soient bancables, acceptés et financés. Parce que l'argent, l'argent est pris au nom de l'État. Ça doit servir les populations pour leur bien-être et pour le bien-être de l'environnement et de leur cadre de vie. Merci beaucoup à vous, Stanislas Soussalinquois. On se retrouve demain. Demain Pour mercredi. Économie, bien sûr. 5 sur 7 matin. Nous allons clore ce premier sujet, sur les financements climatiques en Afrique. On s'est interrogé sur la destination finale des fonds et ce à quoi ils servent. On en vient à présent à la canicule précoce en Europe. On sait qu'actuellement, ça chauffe beaucoup en Occident. De l'autre côté, vous parlez de vos amis belges qui viendront ici en juillet pour bénéficier tant soit peu de nos plages et de notre température pour le moins clémente. Bien sûr, on a des forêts ici qui sont encore, Dieu merci, nos forêts sacrées, vraiment, si ce n'est pas ces forêts sacrées, aujourd'hui, on peut dire que le Bénin est hors jeu en ce qui concerne les forêts. Le professeur Brice nous a dit, les forêts classées qu'on a mis qu'on a installées dans le centre du Bénin, c'est-à-dire ont presque disparu, mais on a mis beaucoup de milliards dans ces choses-là. Vous voyez, donc, je pense que si aujourd'hui, nous sommes encore un peu à l'abri de ces choses-là, il faut que nous continuions à intensifier, M. Tessoula l'a dit, nos efforts, à consolider ce que la nature... Parce qu'ici, on dit, c'est Dieu qui nous a donné. Si nous avons du respect pour Dieu, continuons à respecter, consolider ce que Dieu nous a donné. Si nous refusons d'apporter nous-mêmes nos contributions, respectons donc ce que Dieu nous a donné depuis et que nous sommes venus voir. D'accord. Alain Toussaint, justement, que pensez-vous de cette canicule précoce en Europe? On a l'impression que de plus en plus, chaque année, ça devient un problème majeur. Oui, ça prouve que nul n'est épargné. Et je crois que nous sommes dans un
dans un contexte des extrêmes. Pendant qu'on a des inondations, je crois, en Afrique du Sud et tout, on a vu, mais là-bas, c'est la canicule. Et ça prouve effectivement que le climat, c'est une affaire de tout le monde et que nul n'est épargné par les effets des changements climatiques. Quand on voit un peu ces images-là, où vous avez des pays qui déjà sont à plus de 40 degrés, 42 même. 42 même parfois, et ça provoque des incendies. Vous avez vu le spectacle en Espagne et tout. Et dans le nord de l'Italie, on commence à rationner l'eau, parce que, et même dans une ville en France, j'ai suivi un reportage où le maire a été obligé de dire, bon, sur les lieux publics et autres, je crois que je vais commencer à couper un peu le robinet parce qu'on n'a pas suffisamment d'eau. Donc, il faut attendre les prochaines pluies. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, le monde est face, on a le dos au mur. On a le dos au mur. Maintenant, est-ce que cela parle véritablement aux gouvernants, à ceux qui doivent prendre les décisions, effectivement, pour amoindrir donc, le choc? J'ai bon espoir que tout ça, ça va nous amener effectivement à prendre conscience. Parce que c'est cette faible conscience que nous avons par rapport aux questions donc, des effets des changements climatiques qui font qu'aujourd'hui, on sent que des engagements sont pris mais ne sont pas respectés. J'espère qu'aujourd'hui, avec cette canicule-là et autres, on a bon espoir que la conscience environnementale va vraiment se réveiller et que les gouvernants vont trouver les moyens. Parce que on pense que c'est un phénomène qui arrive un an, mais ça va devenir de plus en plus répétitif, récurrent. Et là, quand on ne va pas agir vite, c'est que, on a dit, d'ici, le GIEC l'a dit, d'ici 2050, si rien n'est fait, c'est que on va frôler les 3 degrés et puis là, la vie ne sera plus possible. Parce que déjà, vous voyez, ça va engendrer donc on n'a pas encore, parce qu'ils ont une capacité de résilience qui est très forte, mais il n'est pas exclu qu'on ait des hectares de forêt qui vont partir en fumée, et tout ça, ça va encore agir sur donc, comment on appelle le climat, alors que c'est ça qu'on veut sauver. Donc je crois que c'est important de prendre conscience de ce qui nous arrive et de dire que nul n'est à l'abri. D'accord. Olivier Polécon, que vous inspirent ces images que vous voyez? Les images de ces personnes qui souffrent, qui ploient, donc, allez-je dire, sous le poids de la chaleur, de la canicule, obligées de se déplacer, éventail en main. Bon, la désolation, forcément, ce n'est pas ce qui est souhaité. Et je pense, comme l'a dit M. Alain, ça doit interpeller les dirigeants qui, à un niveau macro, que ce soit les USA ou l'Europe, comprennent enfin l'importance des finances vertes, de la finance verte, pour que les COP soient prises encore au sérieux, parce que généralement, les résultats sortis après avoir fait le bilan, on prend des engagements, mais compte tenu du fait que le financement n'accompagne pas, ces engagements n'arrivent pas à être respectés. Et donc, moi, je pense que c'est une désolation qui interpelle davantage les décideurs afin de pouvoir prendre, afin qu'ils puissent prendre donc des mesures plus durables et répondre efficacement aux effets les effets néfastes liés au changement climatique. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Sabo, l'Europe suffoque actuellement avec tous ces corollaires, évidemment. Qu'est-ce que vous en dites? Non, moi je vois un peu les images, quoi. Ceux qui ont construit des immeubles, des étages, tout ça, ils ont climatisé. Vous voyez comment ils font? Ils ont pris d'assaut les forêts, les espaces publics, les parcs. Ils ont des habillements légers. On a laissé les vestes. Ici, c'est en pleine température, chaleur, que nous portons les vestes. C'est un tacle en douce. C'est comme ça que nous faisons. C'est pas grave. Non, c'est pas vous. C'est-à-dire que ça les a éduqués à adapter même leur habillement, leur mode de vie. C'est ça le mode de vie. Tout le monde est en culotte. On fait ceci et on prend d'assaut les parcs. On a laissé les choses. Ça veut dire finalement, c'est cette nature que nous contribuons à détruire qui sert encore de refuge à nous. Après, ça dit que ce que je demande, c'est que ces exemples-là, heureusement que vous les avez projetés, servent de leçon pour nous-mêmes, pour dire, après tout, c'est la nature qui va nous sauver. Il vaut mieux prendre soin de cette nature aujourd'hui. Quel que soit notre...
Il faut le faire. Éduquer les enfants dès maintenant à s'occuper de la nature parce que demain, elle sera notre refuge. Les habitats que nous avons ici aujourd'hui, nous faisons du snobisme. Parce que là-bas, on a mis climatiseur. Climatiseur, c'est énergie fossile. Énergie fossile égale gaz à effet de serre. Ça veut dire réchauffement climatique. Et nous faisons ça pour aller dans la main, donne-nous l'argent pour en faire ceci. C'est ça. Si en Europe, les gens continuent de vivre cette canicule, c'est beaucoup d'industrie. C'est ça la révolution industrielle qui cause tous les dangers que vous avez. Et aujourd'hui, l'environnement est devenu invivable. Est-ce que nous allons continuer à voir ça nous-mêmes, de nos yeux, et tomber dans les mêmes revers? Je ne pense pas que ça nous éduque, que ça nous inspire d'autres solutions, d'autres modes de vie. Et je pense que nous n'avons pas vu ça. Eux, c'est fini. C'est un cercle infernal. Ils savent que c'est non-retour. Donc, on continue à polluer, énergie fossile, croissance, on veut être les premiers. Donc, ils ne vont plus revenir. Hein. Donc, je pense que c'est la guerre. Il paraît que le président russe a dit que la guerre peut durer des années. Il est d'accord pour continuer. Mais nous, là, on a fait déjà seulement quelques semaines et nous sommes en train de nous plaindre ici. S'il fait des années, il va nous faire disparaître. C'est une réelle préoccupation, justement. Et selon les scientifiques, de telles vagues de chaleur en Europe sont la conséquence directe, comme vous l'avez dit d'ailleurs sur ce plateau, du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée, le rythme de répétition des vagues de chaleur. Alain Touchenon, c'est déjà connu, malheureusement. Oui, il n'y a rien de nouveau. Le GIEC a annoncé cela, que nous allons vivre des événements extrêmes et nous y sommes. On n'a pas anticipé, on n'a pas écouté donc l'alerte qu'a donnée donc ces scientifiques-là. Et aujourd'hui, on aura de part et d'autre, quand il s'agira donc de la canicule, des vagues de chaleur, on aura des réfugiés climatiques, puisque en Espagne, les populations de 14 villages ont été évacuées. Et nous, ici, c'est les inondations. Quand les inondations arrivent, bon, on est obligé. On a des villages qui commencent à disparaître. Donc, je crois que nos États doivent anticiper. Déjà, il faut se préparer à ces événements-là. Quand je regarde ce qui se passe en Europe et autres, bon, je me demande si, ici au niveau, en Afrique, est-ce que nous avons, nous préparons à vivre ces événements extrêmes-là? Parce qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on est épargné. Nous, avec les inondations, vous avez vu les dernières pluies, avec les dernières pluies qu'on a déjà, si on a encore comme ça une série de pluies, on aura des difficultés. Donc, il faut anticiper. Il faut avoir des politiques publiques qui sont qu'on va effectivement mettre en œuvre. On avait parlé de l'adaptation, de l'atténuation. Et déjà, il faut connaître. En matière de connaissance, on sent que nos États ne connaissent pas le potentiel en matière donc d'atténuation ou en matière donc d'adaptation. Il faut connaître ça. Quel est notre potentiel en matière d'adaptation? Quand vous, secteur par secteur, vous prenez l'énergie, vous prenez l'agriculture, vous prenez l'eau, vous prenez, comment on appelle... le transport et autres, nous devons connaître ce potentiel-là. Et c'est ce potentiel-là, c'est sur ça qu'on va se baser pour monter des projets, des projets bancables, ambitieux. Mais c'est ça, justement. Et on se rend compte que, vous avez vu, tout de suite, c'est la question de l'eau. On est obligé de rationner l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, le potentiel hydrique, nous devons le connaître et pouvoir planifier sa gestion. Donc, je crois que c'est important qu'on se réveille de notre sommeil et que ces événements qui se passent ailleurs, qu'on se dise comment nous on anticipe. Parce qu'on dit d'ici 2050, on va encore vivre. Aujourd'hui, chez nous, ça ne va pas être peut-être la canicule, mais nous avons des poches de sécheresse. Nous avons ici des inondations qui nous arrivent. 2017 derrière nous, c'est vrai. Mais comment on se prépare pour faire face à un événement comme ça quand il va arriver? On a des plans et autres. Il faut régulièrement les mettre à jour, les évaluer et anticiper, parce que c'est ça justement. Nous avons souvent ces plans-là dans nos communes et autres, les communes qui sont les plus exposées. La question du financement, est-ce qu'on l'a réglé? Parce qu'à chaque fois, c'est la question. On règle l'urgence, mais après, sur le long terme, de façon durable, on ne règle pas le problème. Donc il faut commencer, on doit commencer à nous interroger pour dire, si cela nous arrive, est-ce qu'on a la capacité d'y faire face? Absolument. C'est ça l'enjeu. Très bien. Merci beaucoup, Abou Alain.
Merci. Merci pour votre contribution au débat. Merci aussi à vous, Olivier, Plaisir. pour toute votre réflexion autour des sujets qui étaient donc en discussion. Lui, merci, M. Sabo, pour tout ce que vous faites. Et merci aussi à l'OTB. C'est-à-dire que si je dis merci à l'OTB, il faut pouvoir savoir l'ampleur de ce que j'ai dit. Ceux qui ont la chance de suivre ces émissions savent que nous parlons un français facile. On parle au public. On donne ce que nous avons pour que le pays puisse marcher. Il suffit seulement que nos décideurs nous écoutent et que le Béninois Landa aussi nous écoute. C'est pour son bien. Et qu'ils n'attendent pas le président Talon avant de dire que moi, là, je prends soin de mon environnement, de mon cadre de vie. C'est fondamental pour lui. Et que nos cadres se mettent dans la tête que les projets qu'ils gèrent ne sont pas pour eux. Ces projets sont dans l'intérêt du public. Et ils doivent communiquer pour que le public aille vers eux, pour savoir ce qu'ils peuvent leur demander. Et qu'on n'est pas au couvent. Il faut mettre les fiches pour dire, voici comment tu vas écrire pour que ton projet soit disponible. Les mails, là, il faut que le FENEC s'ouvre à nos communes directement pour les mettre dans le paquet des financements du changement climatique, parce que les actions prochaines que nous demandons doivent provenir de la base. C'est fondamental, il faut le dire, insister. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Sabo. Et j'ai envie de dire, comme l'autre récitation qu'on nous apprenait au collège, sinon au cours primaire, téléspectateurs, M. Sabo vous aime et vous aimera toujours. Que vous demande-t-il en échange? Rien. Rien du tout. Qu'un peu d'attention à son propos, un peu d'oreille pour sa parole, et s'ils ont un peu du cœur, un peu d'affection pour votre personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sabo. Au plaisir de nous retrouver prochainement. 5 sur 7 matin encore, 2 chroniques, 2, oui, bien sûr, l'espoir de Blaise Adankpo et derrière la revue de presse de Marcel Rossi. À tout de suite.